Je vais déjà faire un petit mot de bienvenue. Merci beaucoup à toutes et à tous de vous connecter sur ce webinaire. Je sais que c'est pas toujours simple de trouver le temps de le faire. Donc, si vous êtes là, c'est qu'il y a un intérêt pour vous, j'espère en tout cas. J'ai déjà démarré par la présentation des intervenants. Une fois n'est pas coutume, en démarrant par moi. Donc, je m'appelle Yann Gabriel. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis directeur Alliance et Marketing chez ITS Integra. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être entouré, très bien entouré d'ailleurs, de Henri Merlin et de François Staupe, donc qui sont respectivement directeurs des opérations Monde et directeurs des opérations France de TS+. C'est le grand sujet du jour. Bonjour à tous. Et bonjour, bonjour à tous. Voilà la fine équipe qui présentera donc aujourd'hui. Juste quelques points plus organisationnels, technico-organisationnels, va-t-on dire. Donc, on est désolé, on ne veut pas vous censurer, mais on vous a coupé les microphones d'office pour éviter le bruit de fond. On va les ouvrir pour la session de questions et réponses. Cela dit, si vous avez une question urgente, pressante, n'hésitez pas à utiliser la conversation. Et on a une fine équipe composée d'Egaël et de Caroline qui se fera pardon, une joie soit de vous répondre directement, soit de nous soumettre à nous présentateurs des questions s'il y a besoin d'y répondre tout de suite. Enfin, dernier petit point, c'est le webinaire est enregistré. L'idée, c'est que vos collègues ou confrères, consoeurs et d'autres personnes puissent en profiter ultérieurement. En l'occurrence, pour vous donner un peu de visibilité là-dessus, ça sera en ligne d'ici mardi prochain. Je vous propose de démarrer. Donc, le titre du webinaire aujourd'hui, c'est TS+, le Citrix Killer français, l'alternative performante, économique et sécurisée qui se présente à nous. On a décidé avec TS+, de cibler spécifiquement les acteurs de la santé publique, privée, éditeurs spécialisés, ainsi de suite, donc vraiment soumis à des problématiques de sécurité liées au métier. On aurait très bien pu ouvrir le contenu pour n'importe quel utilisateur de solutions type Citrix ou Microsoft RDS. Là, on a surtout fustigé Citrix, mais ça marche également pour Microsoft RDS. En l'occurrence, vous le verrez par la suite, on a, nous, côté ITS Integra, un certain historique sur les acteurs de la santé. Et on voit effectivement sur le terrain un certain nombre de problématiques qui arrivent qu'on va développer ensemble dans les slides qui viennent. Alors déjà, peut-être pour démarrer, et je vous promets, je vais faire très très vite. L'idée, c'est pas de vous faire une présentation de fond en comble de l'ITS Integra. Je sais qu'il y a quelques clients à nous qui sont présents, donc a priori, vous nous connaissez. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc, je représente ITS Integra, donc, qui se définit comme MSSP français. On existe depuis très longtemps, on a changé un peu de nom plusieurs fois. Les plus anciens se souviennent peut-être encore d'un Integra né en 1996. Aujourd'hui, la photo, c'est que nous sommes une entreprise d'à peu près 170 collaborateurs. On fait partie d'un groupe qui s'appelle ITS Group. L'année dernière, 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a à peu près 250 clients, un peu plus, dont presque un tiers issus du secteur de la santé, public, privé, éditeur. Et on a en tout cas comme ambition affichée, et j'espère que ça se vérifie au quotidien sur le terrain, une vraie politique, une stratégie qui est avant tout axée sur la satisfaction client. C'est absolument essentiel dans nos métiers. Et ces métiers-là sont dans l'ordre, on va dire, d'importance chez nous. C'est les services managés, donc notre métier de MSP, MSSP. Le CloudOps, où on met tout ce qui est hébergement, cloud privé, mutualisé, également le cloud public et donc l'hybridation entre les deux. La sécurité, la gestion de la conformité, avec notamment les services de SOC, mais pas que. Et la partie plus DevOps, automatisation, typiquement des chaînes CI/CD, mais également la partie ordonnancement, orchestration. Donc je ne vais pas rentrer plus dans le détail que ça. On est à votre disposition si vous souhaitez en savoir plus. L'idée, c'est quand même de vraiment traiter le sujet du jour. Alors, donc, d'ailleurs, pour ceux qui nous connaissent, alors petit aparté, mais pour ceux qui nous connaissent, c'est pas du tout dans nos habitudes d'avoir des titres de webinaires aussi racoleurs que celui-là. On l'a fait sciemment, c'était vraiment un choix. Voilà, on s'est pas découvert un côté un peu américain très rentre-dedans, mais c'est pour quelque part, ça exprime aussi un certain ras-le-bol, ça fait écho à un certain ras-le-bol qu'on peut éprouver, nous, MSSP, mais également vous, clients finaux, par rapport à la stratégie commerciale d'un certain nombre d'éditeurs, de grands éditeurs qu'on retrouve tous dans nos écosystèmes et dans nos systèmes d'information avant tout, hein.
Donc voilà, on n'a pas changé, c'est simplement là où voilà. Et moi, en tant que directeur des alliances, je discute principalement avec nos partenaires stratégiques qui sont principalement des éditeurs. Je suis plutôt bien placé pour exprimer ce ras-le-bol. Donc l'idée, c'est déjà de poser un peu le décor. Pourquoi est-ce qu'on parle de cette solution-là, TS+, par rapport à un Citrix ou un Microsoft RDS aujourd'hui, et pourquoi tout court? Donc déjà, il y a plusieurs éléments, hein. Je ne sais pas si vous confirmez ça sur le terrain de votre côté, mais il y a eu quand même, 2024, il y a eu quelques changements très importants chez des éditeurs très présents dans vos systèmes d'information. Donc on a déjà eu le tremblement de terre, on peut l'appeler comme ça, hein, du rachat de VMware par Broadcom. Pour ceux qui sont dedans, c'est une telenovela, c'est assez rocambolesque. Personnellement, j'ai jamais vécu une intégration à ce niveau-là. C'est très compliqué. Avec de toute manière, au final, un constat qu'on peut tous faire, c'est finalement, vous payez le même produit plus cher. Super. Voilà. Ça, c'est un premier événement qui est marquant. Donc, le rachat a eu lieu fin de l'année dernière, mais les conditions et les contrats ont été communiqués là, au printemps. Euh, c'est une technologie quand même qui est extrêmement présente, donc quasiment tout le monde est impacté par cela. Il y a également, ça on avait l'habitude de le voir, hein, presque tous les ans, les petites révisions de prix annuels de nos chers éditeurs, hein, un petit plus 10% par-ci, un plus 25% par-là. Souvent sur exactement le même produit qui n'a pas évolué, qui ne propose pas plus de plus-value ou quoi que ce soit. Donc on a l'habitude sur des Veeam, sur des Microsoft et d'autres. On fait ce webinaire sur Teams pour ceux qui connaissent un peu les tenants aboutissants. On découvre au fur et à mesure, par exemple, qu'il y a des fonctionnalités qui étaient intégrées auparavant qui deviennent payantes à part. Donc, bon, ça fait partie toujours un peu des choses qui, moi, personnellement, m'échauffent. Donc, j'espère que c'est aussi la même chose pour vous, hein. Et puis, enfin, on arrive aussi donc, à Citrix. Il y a une vraie actualité chez Citrix aujourd'hui, donc qui s'appelle, enfin, Citrix s'appelle toujours Citrix, mais qui appartient donc au Cloud Software Group, CSG, qui a trouvé ça, c'était apparemment la bonne année 2024 pour faire pour introduire un nouveau modèle de pricing, on va dire ça comme ça, un nouveau modèle contractuel. Donc on a regardé ça de plus près avec nos grossistes. C'est quand même pas si simple que ça. Toujours est-il que aujourd'hui, si je veux offrir le même niveau de flexibilité que j'avais l'habitude d'offrir quand c'était moi qui vendais les licences Citrix à un client, donc c'est-à-dire un paiement à la consommation réelle, c'est-à-dire vous avez un nombre d'utilisateurs qui bouge de mois en mois, on ajuste et on facture en fonction. Aujourd'hui, si je veux maintenir ce niveau de flexibilité-là pour vous, les clients, c'est x2 au niveau du prix. C'est totalement factuel, x2. Et encore une fois, sans aucun changement majeur apporté au produit. C'est pas quelque chose qui va vous faire gagner X heures ETP dans le mois, hein, très clairement. C'est le même produit. Donc, pour moi, ça résume un peu un mouvement un peu général. On va le dire un peu radicalement, pour moi, c'est la promesse du cloud qui est non tenue. Waouh! Pourquoi j'ai dit ça? Tout simplement parce que tous ces éditeurs et également les hyperscalers, on en parle beaucoup hein, depuis quelques temps déjà, finalement, la promesse première, c'était de dire, voilà, vous payez à l'usage, pay as you go, pay as you grow, etc. Vous l'avez tous entendu, vous avez tous rencontré les gens qui vous ont fait ces discours-là. Alors, c'est totalement vrai, vous pouvez le faire, mais par contre, si vous le faites aujourd'hui, vous êtes pénalisé sur les prix. Vous payez le prix fort, voire très, très fort. Alors que si vous engagez sur une plus longue durée, donc ce qui va totalement, encore une fois, contre la promesse même du cloud, là, vous aurez les prix plus optimisés. Donc moi, personnellement, je trouve ça dommage, même si je comprends, hein, encore une fois, c'est les entreprises derrière aussi, sur la visibilité financière à plus long terme, et ainsi de suite. Mais quand on subit ça au quotidien et coup sur coup sur des gros acteurs, comme c'est le cas pour nous et pour vous, on a quand même le droit de se poser des questions. Et ces questions-là sont pas nouvelles, hein. Si vous suivez un peu les actualités, avec notamment toute cette mouvance de cloud au centre, française, européenne, où la France d'ailleurs a vraiment un rôle très moteur, il y a quand même une vraie dimension géopolitique en quelque sorte, hein, avec depuis quelques mois, typiquement le pointage du doigt des acteurs non européens avec cette notion-là de vendor lock-in, hein, où on est quelque part lié pieds et mains et ad vitam aeternam avec les uns et les autres parce qu'on ne peut pas en sortir facilement.
Si vous regardez un peu typiquement les Michel Paulin, le patron d'OVH Cloud, qui est vraiment la figure de proue là-dessus et qui essaie de faire bouger les choses, bah, je vous conseille de le suivre et de regarder ce qui se dit et ce qui se fait au niveau législatif français et aussi au niveau européen. C'est une vraie réalisation que la stratégie commerciale des grands éditeurs que nous ne maîtrisons pas, extra-européens, bah, peut être extrêmement impactant aussi pour l'innovation des entreprises françaises. De manière générale, la situation, en tout cas nous, on la voit comme ça sur le terrain, elle incite plutôt les acteurs clients finaux à être dans la prudence financière. On ne sait pas trop ce qui se passe et on parle de crise, il y a des problématiques de l'inflation, des problématiques de guerre et de conflits géopolitiques qui influent aussi directement sur nos différents marchés. Donc c'est déjà pas simple comme situation de manière générale. Et puis ce genre de changement de modèle, par exemple, ça ne va pas arranger les choses très clairement. Alors, on va faire un petit point de situation, justement, pour essayer de comprendre tout ce qui peut être impactant pour vous, mais également pour nous, MSSP. Donc, déjà, vous, typiquement, les acteurs de la santé, on vous demande d'être conforme, hein, typiquement, conforme à HDS, en l'occurrence, qui sont le prérequis, en quelque sorte, minimum. En même temps, bah, finalement, vous subissez une hausse de votre coût total de possession de vos ressources informatiques. On vous demande aussi en interne de faire plus, probablement avec un peu moins de moyens ou le même niveau de moyens. Le facteur temps, pour vous, il ne change pas, hein. Je pense que vous êtes bien placé pour savoir que les métiers chez vous mettent la pression parce qu'il faut aller vite, parce qu'il faut innover, parce qu'il faut essayer des nouvelles choses et ainsi de suite. Et mine à rien, une belle annonce comme ça en milieu d'année, potentiellement fiscale pour vous, ben, ça ne vous donne pas forcément beaucoup plus de visibilité sur les coûts à moyen et à long terme. Ça, c'est toujours sympathique pour piloter un budget informatique. Le message que j'ai envie de vous dire, c'est quelque part, nous, on est dans le même bateau, hein, hébergeur et managed services provider. Déjà, quand ça nous arrive, on est à peu près au courant en même temps que vous. On a le choix. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on répercute les hausses sur un isopérimètre sur vos factures? On a déjà été forcé de le faire dans le passé. Ça se passe jamais très très bien, hein, et vous nous en voulez, hein, même si on essaie de vous expliquer. Et c'est normal, hein, il n'y a pas de souci. Ou est-ce qu'on joue le jeu de l'érosion de la marge, on prend tout pour nous, et par contre, bah, ce qui nous handicape aussi dans l'innovation, dans les investissements, et ainsi de suite. Donc, c'est pas vraiment productif dans ce sens-là. Donc finalement, ce qui en ressort, c'est aussi une nécessité pour des acteurs comme nous de se positionner comme un vrai partenaire FinOps. Alors FinOps, on utilise beaucoup cette notion-là, elle est très définie dans le cadre du cloud public, mais j'ai envie d'englober beaucoup plus de choses là-dedans. C'est de manière générale, c'est tout ce qui est des optimisations sur le budget IT, les alternatives et le pilotage efficace des contrats, et dont vous, clients, devez bénéficier en fin de compte. Donc, notre métier, en quelque sorte, il évolue. Il évolue, comme d'habitude, par des impulsions qui viennent de vous, nos clients. Déjà, vous nous demandez peut-être de mieux prendre en compte les usages réels. Donc, on a pas mal échangé avec François et Henri en amont du webinaire. Ils voient multiples prospects et clients au quotidien qui font des comparatifs entre les différentes solutions. Le constat aujourd'hui, typiquement sur Citrix, c'est que finalement, sur l'ensemble des fonctionnalités qu'offre la solution, à 80% des cas, on utilise à peine 20% des fonctionnalités, mais par contre, on paye souvent le prix fort. C'est un exemple, hein, je pourrais le faire avec d'autres aussi, mais on est quand même un peu focalisé sur Citrix aujourd'hui. Il y a également, ça nous oblige quelque part à avoir une ouverture plus grande sur les alternatives qui peuvent être françaises ou européennes, ne pas ne pas être totalement sous la dépendance. Oui, dépendant, pardon, d'acteurs extra-européens. Ça nous oblige aussi à vous proposer un accompagnement beaucoup plus poussé à la transformation, qui n'est pas juste l'adoption d'une nouvelle technologie ou quelque chose comme ça, mais c'est aussi, encore une fois, la recherche de la meilleure solution possible pour vous dans des contraintes budgétaires. Donc nous, finalement, notre mission, c'est quoi aujourd'hui? C'est plutôt que de prendre aveuglement ce qui était déjà en place chez vous et de le mettre en place chez nous. Il n'y a pas énorme valeur ajoutée là-dessus. C'est de vous aider justement à aller plus loin, à aller plus vite et de tirer un maximum de bénéfices de vos ressources existantes du SI. Alors,
on avait très envie de démarrer, et ça explique un peu notre genèse aussi avec TS+, un cas pratique. Donc, si vous regardez sur notre site, c'est un client qui nous a fait très gentiment un témoignage aussi sur sa genèse là-dessus. C'est assez intéressant à lire. Donc, il s'agit du cas Alteva, je vais en parler juste après. C'est nous, de notre côté, on est déjà dans cette démarche-là. Après, il faut bien réaliser que parfois, ces impulsions viennent de nous. Donc, par exemple, il y a quelques années, on a fait un choix très, très fort de se débarrasser au fur et à mesure de VMware, ce qui n'était clairement pas joué d'avance, et de se concentrer, en l'occurrence, sur l'hyperviseur HV de Nutanix. Alors, je peux vous dire qu'il y a quelques années, on nous rigolait au nez, que ce soit côté confrère ou que ce soit côté VMware, typiquement. Aujourd'hui, c'est une transformation qu'on a faite. On a plus de 80% du parc qui est aujourd'hui entièrement en hyperviseur HV. Il y a encore des migrations de cloud privé assez volumineuses qui sont en cours. On a un très, très haut recul de production là-dessus. On sait où on met les doigts, on sait comment gérer les migrations. Donc, encore une fois, c'était pas gagné d'avance. Et puis au final, on est très satisfait de ce choix-là. Bah, parfois, cette impulsion aussi peut venir de vous, les clients, le terrain. Vous rencontrez plein d'acteurs qu'on ne connaît pas forcément nous non plus de notre côté. Et ça s'est fait typiquement comme ça avec TS+, qu'on a découvert grâce à un client donc, qui s'appelle Alteva. On va voir les étapes juste après, qui nous a permis de faire une première migration en 2023. On va regarder les étapes plus en détail. Une migration, c'est important, d'envergure. Donc, il ne s'agissait pas d'une petite ferme Citrix dans un coin. Voilà, sinon, j'aurais peut-être pas assez d'expérience et de retour d'expérience pour vous en parler aujourd'hui. Et finalement, c'est notre responsabilité là-dedans, c'est de vous apporter aussi une qualification vraiment approfondie sur ce genre de changement technologique important pour vous rassurer, pour vous prouver par A plus B que vous pouvez fonctionner aussi avec une alternative qui vous permet de tirer plus de bénéfices, encore une fois. Donc, parlons du cas Alteva. On a fait c'est le client d'ailleurs, tous ces éléments-là viennent du client, viennent de nous. Je préfère toujours les laisser parler à notre place parce que c'est, je pense, plus crédible et c'est plus relatable pour vous. Donc, en gros, Alteva appartient à un groupe qui s'appelle Selvia. Le groupe a pris la décision, pour X raisons, de migrer sur TS+. Et ils ont lancé donc une étude globale également sur le périmètre Alteva qui est chez nous. C'est une petite faute de frappe, c'est important de ferme de Citrix pour 1300 utilisateurs, mais n'a rien, donc c'est pas rien. On a été mis au courant, on va dire, au mois de mars par Alteva. Ils nous ont mis en relation avec l'équipe TS+. Et on nous a demandé de mettre en place un POC pour tester. De toute manière, l'idée, c'était pas non plus de dire, vous avez le choix ou pas le choix, c'est comme ça. Ensuite, on a travaillé avec les équipes du client directement pour vraiment faire une étude poussée des fonctionnalités et des définitions des attentes. Il y a eu un certain nombre d'hypothèses qui ont été prises, on a dû les valider ensemble dans l'environnement de POC. On a fait des tests sur les utilisateurs, sur leur expérience de la solution et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment, ça a englobé un peu tout ce que vous connaissez sur un changement assez impactant au niveau des utilisateurs. Et puis au mois d'août, validation du POC, et puis successivement la mise en œuvre et la migration totale et mise en production sur la solution TS+. Donc finalement, entre mars et août, c'est assez court, je trouve personnellement, vous me direz ce que vous en pensez, c'est assez court pour un changement aussi impactant. Alors, ça, c'est les différentes étapes. Regardons surtout les résultats, ça c'est, je pense, le plus important. On va commencer par la droite avant de parler argent. Donc déjà, encore une fois, ça c'est un témoignage que nous fait le client, donc c'est pas moi qui invente quoi que ce soit là-dessus. On a plus d'un an de recul sur l'environnement en production. On a un taux de disponibilité qui est proche de 100%, donc ça c'est une première bonne nouvelle, très bien. Il y a une bonne stabilité de la solution. Les utilisateurs sont satisfaits. Ça, je pense, c'est pour ceux qui subissent la colère des utilisateurs parfois au quotidien, je pense que c'est déjà un des critères les plus importants. Par hasard, mais ça c'est vraiment, je ne pourrais pas le garantir pour tout le monde, mais en l'occurrence, dans ce contexte-là, il y a un meilleur temps de connexion qui est constaté par rapport à Citrix. Voilà, on ne l'avait pas forcément identifié comme bénéfice au départ, mais en l'occurrence, dans ce cas précis, c'est le cas. On prend.
Il n'y a aucune latence qui est constatée, même condition à pleine charge. Donc, ça veut dire plus de 1000 connexions simultanées. Donc, ça, c'est hyper important aussi, hein, parce qu'encore une fois, l'idée, c'est pas non plus de vous proposer une solution dégradée ou quelque chose comme ça. C'est vraiment les performances doivent être à minima équivalentes. Et puis, effectivement, ça, le client, il le sent aussi au quotidien, et c'est aussi ce que me confirme l'équipe d'admin là-dessus, c'est l'administration, elle est assez simple de la solution. La prise en main, elle est très simple, ça n'a pas besoin de passer X jours de formation là-dessus, ça se fait de manière assez native, j'ai envie de dire. Parlant argent, ça c'est hyper important. À périmètre équivalent. Donc, vraiment, isopérimètre, juste sur la partie licence, je ne mets pas les services avec, je compare ce qui est comparable. Les coûts de licence ont été divisés par un facteur 4. Citrix versus TS+. 4. Donc nous, ça veut dire aussi, petit aparté, c'est une perte de facturation. Mais par contre, faut le voir positivement. Alors, on peut parler avec la commerciale qui est peut-être un peu triste sur le moment, mais en même temps, ça permet aux clients aussi de dégager plus de budget pour faire autre chose. Parce que bon, encore une fois, là, c'est une commodité, une solution d'accès sécurisé à distance. Ça ne devrait pas prendre autant sur votre budget, très clairement. Donc la rentabilisation, encore une fois, c'est le client qui le dit, la rentabilisation suite à la migration est extrêmement rapide pour eux. Toutes des bonnes nouvelles, non? Fabrice Devienne, donc, qui était le patron du projet, qui est responsable informatique et R&D d'ailleurs aussi chez Alteva, nous a fait un petit témoignage là-dessus. Je trouve que c'est sympathique, on ne l'a pas forcé à le faire, il a fait bien gentiment, et c'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense. Je pense que, outre le fait de nous taper sur le dos en disant bah, c'est super ce que vous avez fait, c'est surtout, je trouve que ça résume bien un peu les attentes légitimes que vous pouvez avoir en nous, MSSP. Donc, savoir apporter une réponse fiable pour héberger et sécuriser les infrastructures. Disposer aussi, à travers nous, d'une expertise et la disponibilité de nos équipes pour travailler sur l'ensemble de l'étude et ensuite, bien sûr, sur les opérations courantes au quotidien. Il faut que ce soit sécurisé. De toute manière, ça c'est vraiment ça c'est quand même un point hyper important pour nous et pour les clients, bien entendu. Ce qui est à noter aussi, c'est le sens de l'écoute. Encore une fois, nous, on doit changer un peu de mindset, comment dire, de philosophie derrière. C'est plutôt que de prendre quelque chose qui marche et de le transposer, bah, c'est d'aller un peu plus loin et de vraiment travailler, de mieux écouter le client et de travailler dans ce sens-là. De bien tenir compte des évolutions qu'on peut lui apporter, qui vont être bénéfiques pour lui, même si c'est au détriment de notre facturation, il faut le dire. Voilà. Je pense que sur le plus long terme, il y a plus d'avantages là-dedans, collectifs, qu'autre chose. Et voilà, donc merci beaucoup à Alteva. Je ne sais pas s'il est connecté de Fabrice, mais en tout cas, ça nous fait plaisir. Et on va tout de suite enchaîner sur mes invités qui sont François et Henri, qui vont vous présenter de plus en détail la solution. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions entre-temps. Je regarderai également sur la conversation en cours de route et je me ferai votre porte-parole auprès de François et Henri. À vous, monsieur. À moi, merci beaucoup Yann. Alors bonjour à tous, je m'appelle Henri Merlin, je suis le patron des opérations du groupe TS+. Et l'objectif qu'on a aujourd'hui, c'est de vous présenter notre entreprise et nos solutions. Donc TS+, est un éditeur de logiciels français qui a été fondé en 2017 par Dominique Benoît qui nous a rejoint. Bonjour Dominique. On est spécialisé dans l'accès à distance. Donc on a une gamme de produits qui est composée de 4 produits principaux qui tournent tous autour de ce concept d'accès à distance, de publication d'applications et d'accès à des bureaux à distance. Donc notre produit qu'on appelle Flagship, c'est un produit qui s'appelle Remote Access, qui est donc la fameuse alternative à Citrix dont on parle aujourd'hui. On a également un produit de sécurité qui permet de sécuriser les serveurs dans le cadre de connexion à distance. Un produit qui s'appelle Remote Support, qui lui est plutôt une alternative à TeamViewer, donc un produit de partage d'écran, de partage de moyens de contrôle, et un produit de monitoring de serveurs qui permet aux administrateurs système de comprendre ce qui se passe et de surveiller leur serveur dans le contexte de l'utilisation de nos produits ou d'autres. On est présent partout dans le monde. On a 5 entités aujourd'hui. L'entité principale qui est TS+ SAS, qui est une entreprise française et historique. On a une entité qui est basée en République tchèque, une aux États-Unis, une en Inde et depuis quelques semaines, une entité en Chine.
Si je plus peux de me ça. permettre, Henri, Oui, bien sûr. quand on regarde, alors je connais la réponse, mais c'est vraiment pour l'audience. C'est quand on regarde, vous êtes au départ une société française et vous existez depuis 2007 et il y a quand même des chiffres assez importants, 10 millions d'utilisateurs, ce n'est pas rien. Pourquoi on ne vous connaît pas en France? Ah, c'est une très très bonne question. Alors, on ne connaît pas en France pour plusieurs raisons, certaines bonnes et certaines moins bonnes. Euh, Dans le développement de l'entreprise à ses débuts, notre fondateur a fait tout son possible pour que TS Plus passe pour une entreprise américaine. Pour une raison simple, qui est qu'à l'époque, pour faire du logiciel et être reconnu dans le monde, il fallait être américain. Donc, bon, allez, je donne le poteau rose. Il a notamment un alter ego qui s'appelle John Davis. Où bon, l'ensemble de la communication de l'entreprise a été faite de manière à ce qu'on soit plutôt présenté comme américain. Bon, il y a une autre raison qui est un peu plus terre à terre, qui est que sur le marché français spécifiquement, il a été convenu à peu près au départ de l'entreprise que TS Plus en France serait distribué sous marque blanche. Donc il existe plusieurs distributeurs de TS Plus qui de fait distribuent nos produits sous d'autres marques. Et c'est seulement récemment qu'on a décidé de s'atteler à ce marché français, qui est un marché qui est logique pour nous, puisque à peu près la moitié de nos équipes sont basées en France et francophones, nos produits sont développés en France, l'essentiel de notre équipe support est basé en France. Donc voilà, on a un déficit d'image en France qui est explicable par ces raisons historiques, et on commence tout juste à développer la marque TS+, sur le marché français, avec un certain nombre de succès récents, dont celui qu'on a évoqué via Alteva, et ce partenariat qu'on met en place avec ITS. Donc on estime qu'il y a un potentiel de croissance pour nous en France qui est très important. Donc en effet, hein, on a une base installée de clients qui s'approche de la dizaine de millions d'utilisateurs, ce qui est assez important, répartis autour d'à peu près un demi-million de clients. Alors les économies, naturellement, elles fluctuent énormément en fonction des tailles d'environnement, des tailles de clients, des options choisies, etc. Mais on se situe dans ces eaux-là avec des niveaux d'économie qui sont vraiment très importants, qui sont liés à la fois au fait que nos produits sont tout simplement moins chers, mais aussi à notre modèle économique où on vend plutôt des licences perpétuelles et une souscription qui permet d'avoir des mises à jour et un accès au support qui est une fraction du prix de la licence. Donc on a un modèle de pricing qui est assez différent de celui de notre concurrence également. Et Et oui, il y a un avantage que je vois aussi, pardon Henri, et ça s'est vérifié sur le terrain, donc c'est qu'on peut discuter avec vous. C'est alors tout bête, à hein? fait. Mais Non, mais c'est vrai que vous êtes des c'est vrai que c'est vrais. un point important. Ouais. Oui, tu as complètement raison, Yann. C'est un point qui est primordial chez nous. On communique avec nos clients, avec nos partenaires, et on le fait avec plaisir. Le développement et l'amélioration continue de nos produits est très très orienté sur les échanges qu'on a avec nos clients. C'est-à-dire qu'on écoute les feedbacks qu'on reçoit, on améliore nos produits, et quand nos clients nous disent tous on devrait faire ça pour améliorer le produit, bon, bah, la conclusion est assez simple, hein, on le fait. On a une chaîne de commande, une chaîne de communication qui est assez restreinte, parce qu'on n'est pas Microsoft, on n'est pas une entreprise de 50 ou 100 000 salariés. On est à peu près 80 dans le monde, dont une bonne moitié en France. Et c'est vrai qu'on s'enorgueillit, disons, d'écouter nos clients, d'adapter nos produits en fonction de ça, et de trouver des solutions, que ce soit sur l'aspect tarifaire ou sur l'aspect fonctionnel, le plus possible. Bon, alors le dernier point qui était cité sur cette slide-là, qui est important aussi, c'est qu'on a un taux de satisfaction de nos clients qui est très très élevé. Globalement, on a une dizaine de millions d'utilisateurs et une quinzaine de personnes qui font du support chez nous, ce qui vous laisse imaginer que les solutions sont quand même plutôt très stables et que globalement, nos clients ont très peu de problèmes. Euh, voilà, on se, on fait le maximum pour faire que nos produits soient extrêmement stables. On en est à la version 17 de TS+, hein. On diffuse une version majeure par an. Euh, on a ajouté des fonctionnalités, on a amélioré la stabilité au gré des âges. Voilà. Et un point qui est important, je pense, à mentionner, c'est que historiquement, le produit a été créé pour apporter de la simplicité à des acteurs qui n'avaient pas forcément les compétences en interne pour utiliser ce type de technologie. Et au fur et à mesure des années, le produit s'est renforcé, on a ajouté des fonctionnalités
et de la stabilité, de manière à pouvoir également satisfaire aux besoins de nos clients de plus en plus gros. Alors, on a cité quelques références sur la partie droite de la slide. Il y en a d'autres. Voilà, maintenant, on a un mix d'utilisateurs qui est extrêmement varié, qui va de la petite PME qui a besoin d'accéder à une machine via trois machines, à des environnements qui se comptent en dizaines, voire en centaines de milliers d'utilisateurs chez des entreprises que tout le monde connaît extrêmement bien. Est-ce qu'on passerait à la suite? François, je te laisse la parole pour la suite. Et bien volontiers. Donc, bonjour à tous pour ceux qui n'ont pas suivi le tout début. Je suis François Stoup, je m'occupe des opérations France pour TS+. Et je voudrais faire la transition avec ce que vient de dire Henri et le cas concret évoqué par Yann. Et je vous propose de faire un focus non technique, on pourra revenir sur les aspects techniques à l'issue, sur la solution qui est présentée comme l'alternative à Citrix, c'est-à-dire TS+, Remote Access. Henri, tu l'as dit, on est effectivement à la version 17 et en fait, on a des caractéristiques importantes, tant sur le rapport qualité-prix, on y reviendra tout à l'heure, mais surtout sur sa simplicité et sa robustesse. Version 17, ça veut dire que ça fait 17 ans que ce produit existe, que chaque année, comme tu le disais, il y a une version majeure qui est importante. Et pour vous donner un exemple concret de cette robustesse, on a une équipe de support mondial aujourd'hui qui est basée en France, qui est composée de 12 personnes. Et comme aujourd'hui, on comptabilise 10 millions d'utilisateurs, vous imaginez le ratio qui est plutôt positif. Donc, quels sont les usages de Remote Access? Bien, c'est assez simple. Sur le pictogramme, vous pouvez voir que n'importe quel device va pouvoir se connecter à un environnement Windows avec HTML5. Mais effectivement, au-delà du web, on utilise le standard RDP, on a un client TS+, un client RDP, et on utilise également le client natif de Microsoft, MSTSC, un terminal serveur, ou Remote App. En concret, ça veut dire quoi pour le secteur médical? Et je vous donne encore à nouveau un exemple intéressant. On prend le cas de grands centres hospitaliers qui utilisent des scanners de radiologie, notamment de la société Siemens Health, pour citer cette référence. Eh bien, TS+ est installé sur le serveur central et les praticiens et les radiologues ont accès à distance aux radios et aux différentes informations de la machine dans des bureaux distants. Donc ça, et des bâtiments distants. Ça, ce sont des points importants parce qu'on essaye de répondre au maximum, et aujourd'hui on en est conscient, aux enjeux de la transformation numérique du secteur hospitalier. Et donc, au travers de ces serveurs, vous allez pouvoir porter des applications métiers qui sont les vôtres, hein, le logiciel de gestion du dossier patient, ça peut être la gestion des essais cliniques, ça peut être la gestion simplement des hôpitaux. Donc ça, ce sont des applications business que l'on peut tout à fait porter et utiliser par les praticiens à distance. On a aussi la capacité de supporter des applications legacy. Alors, on sait que les applications legacy dans les hôpitaux sont quelquefois un peu obsolètes, on va dire, mais malgré tout utilisées pour des besoins critiques. Et donc, là, on amène cette notion d'accès à distance et de sécurité. Et puis, de plus en plus, les ressources réseau périphériques qui sont attachées à tout ça, et on sait qu'elles sont de plus en plus nombreuses dans les secteurs hospitaliers. Je pense aux postes de travail ambulants, on peut parler de lecteurs code-barres, des imprimantes, bien entendu, mais de l'imagerie mobile. Tout ça, eh bien, TS+ est capable de le porter et d'offrir à chaque utilisateur, finalement, eh bien, leurs utilisations. On peut passer à la slide suivante. Simplement pour expliquer, bien, finalement, que va trouver l'administrateur du système d'information hospitalier au travers de solutions TS+. Bien entendu, on voit sur le côté gauche l'accès au bureau à distance. Finalement, l'administrateur pourra offrir à l'utilisateur soit un bureau complet ou soit une application unique. Ça, c'est vraiment au choix et on verra tout à l'heure les avantages de ces solutions. Et puis, eh bien, l'administrateur peut créer une solution qu'on va considérer comme SaaS ou des applications et des mises à disposition d'activation de legacy pour le web. Donc là, on va plus parler d'HTML5, mais ça permet à un administrateur de mieux contrôler le déploiement de ses applications
d'abord pour respecter les normes de performance et aussi d'interopérabilité. On sait que c'est important pour le secteur hospitalier. Et puis au-delà de tout ça, eh bien, on va disposer d'authentification multifactorielle qui sont importantes pour la sécurité des données patients et on en est conscient. Donc par exemple, un éditeur de gestion de centre dentaire pourra utiliser la solution Remote Access, le tout dans un environnement tout à fait souverain et disponible pour les hôpitaux, disponible pour les laboratoires et disponible également pour les GHT, les groupements hospitaliers de territoire. Voilà pour la partie bénéfice administrateur, mais finalement derrière, que va trouver l'utilisateur final et, avant la conclusion quand même, le gestionnaire d'hôpitaux? Eh bien finalement là, sur la fourniture des applications locales, on va plutôt parler de seamless integration, pour reprendre quelques acronymes anglais, ou de user experience, parce que finalement, quand un utilisateur final, un praticien, un professionnel du secteur de la santé va utiliser des applications, eh bien finalement, sur une appli en remote app, on ne se rendra pas compte que c'est à distance. Le temps de réactivité ou de disponibilité sera le même. Et donc là, on va pouvoir, par exemple, parler de PWA, de Progressive Web App, c'est-à-dire des applications web plus ou moins hybrides qui combinent les avantages des sites web classiques avec des applis mobiles natives. Eh bien, l'intérêt pour le secteur médical dans ce cadre-là, eh bien, c'est un accès facile aux outils médicaux, aux données, via le navigateur, sans devoir installer des applications natives. Donc, c'est des points importants, et donc des accès simples aux outils de gestion des patients, de dossiers médicaux ou de résultats de laboratoire, par exemple. Mais c'est aussi une mise à jour simplifiée, un déploiement rapide, et ça, on pourra en parler tout à l'heure, avec un coût réduit de développement et de maintenance. Donc, dans le cadre de l'optimisation du budget IT, on va assister à une réduction assez forte du budget des solutions de virtualisation et d'accès à distance. Et tu l'as dit tout à l'heure, Yann, on est de plus en plus dans des environnements à budget contraint, donc il faut en tenir compte. Et puis, notre business model, Henri, tu en as parlé également tout à l'heure, permet à la fois d'offrir des licences en mode perpétuel. Vous l'achetez une fois et vous ne payez ensuite que, si vous le souhaitez, le support et la maintenance. Mais aussi, on a un format d'utilisateur simultané. Donc, on n'est pas sur des utilisateurs nommés. C'est aussi un point important. Et puis, le dernier point, mais qui n'est pas le moins important, c'est la sécurité de l'infrastructure. C'est-à-dire qu'au travers de TS+, Remote Access et d'autres outils qui sont dans notre couteau suisse, on va dire, de solutions qui permettent de faciliter la vie des administrateurs systèmes et réseaux, eh bien, vous pouvez y ajouter une couche d'authentification multifactorielle avec le 2FA pour sécuriser cette connexion. Et puis, on a aussi une gestion des certificats SSL qui est assez simple et qui est reconnue par tout le monde et qui nous permet effectivement de faciliter cette notion de sécurisation. Voilà les points clés qu'on voulait aborder aujourd'hui sur la solution Remote Access simple. Si vous voulez quelques informations techniques complémentaires, bien entendu, on sera à votre disposition. On ne voulait pas que ce webinaire soit trop technique, mais on est capable de répondre à ces questions sans aucun souci à l'issue. Et je vais laisser maintenant la parole à Yann pour le petit mot de la fin, avant qu'on déborde le timing qu'on s'était fixé. Exactement. Et d'ailleurs, je vois que dans la conversation, il y a déjà quelques questions, donc on va les évoquer juste après, très rapidement, simplement pour conclure. Donc, c'est aussi bien nous que nos confrères vous le diront toujours, essayez de choisir quand même, comme vous avez le choix, un MSSP qui saura vous proposer des alternatives. Je pense qu'il faut choisir des acteurs qui ont une certaine ouverture d'esprit là-dessus, très clairement, et qui s'inscrivent aussi, encore une fois, dans une stratégie peut-être un peu plus cocorico et européenne. Pratiquez vous-même l'ouverture sur des technos aussi, parce qu'on n'a jamais trop envie d'attaquer un gros morceau, comme typiquement les accès sécurisés, avec une solution qu'on ne connaît pas. Mais très franchement, on peut aussi tomber sur des vraies pépites, comme c'est le cas avec TS+. Et puis, de manière générale, que ce soit pour vous et pour nous, il faut oser réellement remettre ses choix parfois en question, surtout à partir du moment où il y a des contraintes typiquement budgétaires qui arrivent et qui vous obligent quelque part à le faire.
Je vais enchaîner tout de suite sur les questions. Alors, je vois déjà une première question de Monsieur Benabé. Donc, je vais la lire, hein. En tant que DSI d'établissement privé, nous constatons que le focus sécurité est exclusivement fait au travers des solutions Microsoft, comme l'AD, l'Active Directory. Je me bats pour faire connaître et valider TS+ auprès de nos instances. Des démarches ont-elles été faites par TS+ pour se faire connaître auprès de la DGOS et des ARS? Henri ou François, comme... Oui, alors c'est une excellente question parce qu'on sait très bien que ces questions de normes sont importantes pour le secteur hospitalier. Donc on y travaille. On a eu quelques contacts, notamment avec le ministère de la Santé. C'est en cours. Je ne veux pas dire que les homologations sont là, mais c'est en cours et on y travaille. Parfait. J'ai également une question de Monsieur Benoît. C'est Remote Access conviendrait-il aussi pour des postes d'accueil équipés de scanners USB, lecteurs de carte CPS SV, ou est-ce que c'est plutôt réservé aux postes avec clavier, écran, souris seul? Alors la question des périphériques externes, elle est toujours compliquée dans le contexte d'un accès à distance. Malheureusement, j'ai pas de réponse définitive. Je veux pas dire ça marche à tous les coups ou ça marche jamais. Il faut essayer, il faut s'assurer que les drivers sont équivalents sur le serveur et sur la machine réceptrice. Voilà, donc il y a des cas d'usage, on a beaucoup d'utilisateurs qui utilisent notamment des cartes mémoire sur des périphériques, et ça fonctionne plutôt bien. Il faut essayer, peut-être qu'on peut se rapprocher et mettre en place des tests et regarder en fonction de vos périphériques spécifiques et de vos cas d'utilisation. Il y a des cas dans lesquels ça fonctionne très bien. Ça fait partie aussi du travail commun, hein, qu'on a fait typiquement avec Alteva. C'est la question se posait pour les imprimantes où ils avaient déjà, alors c'est déjà sous Citrix, c'était apparemment très compliqué à gérer de manière générale. Je pense que vous connaissez ce genre de problématique-là. Il y a des choix qui ont été faits aussi, hein, de se dire ok, bah très bien, plutôt que de s'embarquer encore dans une autre solution où on aura à peu près les mêmes problématiques au niveau de la gestion des imprimantes, à ce moment-là, ils ont choisi typiquement la voie de la dématérialisation là-dessus, qui était d'ailleurs plutôt saluée par leurs clients, dans le sens où bah, on a peut-être un peu moins incité à imprimer à tout va de nos jours, même si parfois il faut. J'ai également une question donc, de Monsieur Benabé. Pouvez-vous également officialiser l'aspect licensing au regard des serveurs Microsoft Cal User et Cal RDS? Typiquement, Microsoft peut-il nous attaquer si nous n'avons pas acheté leur licence? Notre point de vue sur cette question-là, il est clair. Il est que dans le cadre de l'utilisation de TS+ Remote Access, dans ce cas spécifique, on désactive le rôle RDS. À partir du moment où le rôle RDS n'est pas utilisé, il n'y a absolument aucune raison que vous payiez pour un service que vous n'utilisez pas. Donc nous, on considère que le CAL RDS n'est pas utile. Pour ce qui est des CAL users en particulier, bon, voilà, tout dépend de votre utilisation des produits Microsoft. C'est-à-dire que si vous utilisez des produits Microsoft qui requièrent des licences Microsoft, bon, il faut acheter ces licences Microsoft, ça c'est normal. Pour ce qui est du cas spécifique du CAL RDS, nous, notre point de vue, c'est que c'est pas nécessaire. Bon, par ailleurs, se pose toujours la question, donc là, carrément du procès. Ce qu'on sait des audits Microsoft, c'est que le mode de fonctionnement est simple. L'auditeur regarde les services qui sont activés, regarde les cals qui sont mis en face de ces services, et si ça match, c'est bon. Bon, dans le cas de l'utilisation de TS+, pas de rôle RDS, pas de cal RDS, ça fonctionne. On n'a jamais eu de retour de clients nous disant on s'est fait attaquer par Microsoft à la suite d'un audit, sachant qu'on est utilisé par quelques dizaines de milliers de data centers un peu partout dans le monde, sans parler des MSP. A priori, c'est que ça fonctionne. Officialiser, on peut le faire de notre point de vue, c'est-à-dire que je peux tout à fait dire, moi, TS+, je considère ce que je viens de vous dire, mais n'étant pas Microsoft, je ne peux pas m'engager pour Microsoft. Voilà. C'est ça notre point de vue sur cette question des cals. Je vois qu'il y a quelques personnes qui sont très actives sur la partie chat, hein. Je vois que c'est un sujet qui passionne et qui interpelle, donc tant mieux, hein. C'est qu'on a quand même réussi à notre défi à ce niveau-là.
On arrive à peu près à la fin du créneau. Ce que je vous propose, comme c'est... Yann, juste pour te dire, Oui. pardon, excusez-moi, on a activé les micros, hein, et là, il y a Laurent Benabé qui aimerait poser une question. Il lève Eh la ben, main. je vous en prie. Oui, Allez-y. bonjour, je vous Bonjour. remercie. Oui, donc Laurent Benabé, je suis DSI de voilà, plusieurs établissements de santé. On s'est intéressé à TS+. Moi, j'y ai vu les avantages qui ont été décrits. On s'est vite heurté à nos instances, hein, parce qu'on entre dans des programmes de certification et des programmes d'accréditation au travers de programmes de financement. Et l'exigence est tout de suite portée sur de l'Active Directory, etc. Moi, j'ai engagé des choses avec Monsieur Durier, donc chez TS+, et aussi au niveau de nos instances, mais bon, on n'a pas vraiment de retour. D'où ma question initiale, à savoir si de votre côté, il y a eu des démarches qui étaient engagées qui permettraient de poser le décor du haut et non pas du bas, parce que nous, petits acteurs, on n'est pas spécialement entendus là-dessus. Le deuxième point sur le licensing, c'est vraiment important. Ça, typiquement chez nous, c'est un frein. Je suis obligé d'engager mes établissements et ma direction dans une stratégie, et on ne peut pas prendre le risque. Alors j'entends ce qui a été dit et c'est vraiment l'explication qui m'avait été donnée, mais on ne peut pas prendre le risque de dire oui, nous on considère que chez TS+, il n'y a pas besoin des licences call et user, mais on ne peut pas se mettre à la place de Microsoft. Là, je pense qu'il y a un état de loi qui doit donner le décor. Soit on est dans la légalité, soit on n'y est pas. Voilà. Je suis toujours sur cet item-là avec TS+. D'accord. J'ai envie de dire, à partir du moment où il y a eu de multiples audits qui ont été faits, on en a clôturé un cette année, donc je sais à peu près de quoi je parle en termes d'audit Microsoft. C'est toujours un plaisir, mais absolu. Hein. Et effectivement, ils vous mettent tout ce qu'ils peuvent mettre, et après, c'est à nous et à vous d'argumenter. Et au fur et à mesure, le montant global se réduit à peau de chagrin. Donc, c'est toujours une perte de temps énorme et beaucoup d'efforts. Donc, j'ai envie de dire, si jamais si personne s'est fait taper sur les doigts pour l'instant par Microsoft, j'ai envie de dire, on est safe, hein, très clairement. Hein, parce que c'est quand même, dès qu'il y a une zone d'ombre ou quelque chose comme ça, les Microsoft avec leurs copains EY et KPMG et autres auditeurs, ils s'enfoncent dans la brèche. Hein, il n'y a rien au hasard. Hein, c'est au hasard là-dessus. Et après, c'est à nous d'argumenter, quoi. En retour d'expérience par rapport aux questions, donc nous, on a expérimenté, hein, on a testé TS+. Je confirme que les lecteurs de carte vitale remontent au travers de TS+. Il y a quelques articulations à trouver, mais rien de bien méchant. Pour l'instant, c'est réellement probant. Voilà. Techniquement parlant, on n'a pas grand-chose à dire. Moi, c'était vraiment le côté go-no-go au regard d'une menace microsoftienne et de nos instances qu'elles arrêtent de nous enquiquiner avec des contraintes de sécurité à mettre sur les Active Directory quand on a des structures qui ne nécessitent pas d'Active Directory complexe, tout simplement. Voilà, pour mon retour d'expérience, messieurs. C'est parfait, on vous remercie beaucoup. On ne pouvait rêver mieux. En ce qui concerne la partie norme, donc typiquement HTS, nous typiquement on est certifié sur les 6 points de la norme. C'est à nous aussi de faire un peu de lobbying là-dessus pour que ce soit bien une solution éligible, reconnue et ainsi de suite. À vrai dire, aujourd'hui, je vois pas forcément la problématique à partir du moment où on peut garantir la sécurisation et la démontrer sans aucun problème à nos auditeurs. Mais encore une fois, il faudra qu'on creuse ce sujet-là aussi de notre côté et qu'on s'active aussi. Et je pense que ça rentre encore une fois dans une vraie volonté politique. Alors j'espère qu'il perdurera avec le nouveau gouvernement de cloud au centre et de solutions françaises ou européennes. Voilà. En tout cas, c'est le timing, enfin le timing général est plutôt bon pour pousser dans ce sens-là. Je me permets juste un complément pour M. Stoup. Hein, j'ai compris son rôle au travers de TS+. J'avais initié des démarches également au niveau de nos fédérations. Alors, je ne sais pas combien il y a de représentants des représentations hospitalières là, tout de suite sur le webinar. Moi, j'avais commencé des démarches et j'avais invité nos représentants des fédérations hospitalières privées, puisqu'on est au établissement privé, à s'intéresser à TS+, parce que c'est quand même des leviers forts pour aller défendre des points de vue d'établissements privés au niveau des instances. Et c'est pareil, hein, je ne peux qu'encourager ce genre de démarche, c'est-à-dire défoncer un petit peu les portes. Il y a des contacts, hein, j'en avais donné, je peux en donner, mais une belle présentation de la solution avec des vraies questions-réponses qui peuvent être apportées à l'ensemble des DSI de la fédération privée, je pense que ça peut être un axe certain d'avancer sur le sujet. Voilà. Eh bien, je vous remercie de cette main tendue et j'hésiterai pas à revenir vers vous là dans les prochains jours pour
je dirais, capitaliser sur votre retour d'expérience sur ces sujets. À votre disposition. C'est très gentil. Parfait. Et j'ai également, je vois une main levée, même deux, hein, côté Monsieur Benoît. N'hésitez pas. Merci. Ouais, je vais vous poser une question un peu plus terre à terre. C'est les accès extérieurs de l'établissement, donc en interne, ça j'ai bien compris, mais justement aujourd'hui, moi je suis un peu confronté à ça. C'est les accès, donner aux praticiens la possibilité d'accéder aux applications métiers depuis l'extérieur avec l'authentification MFA ou 2FA. Sur le slide précédent, apparemment vous en parlez, donc ce sont des compléments à la solution Remote Access de base. C'est bien ça? Tout à fait. On a ce qu'on appelle un add-on dans ce cas spécifique qui s'appelle 2FA chez nous, qui permet de mettre en place de l'authentification multifactorielle et qui supporte les différentes technologies habituelles de multifactoriel. Donc on peut faire du code par email, du Google Authenticator, du SMS, enfin tous les classiques qui permettent d'améliorer la sécurité et d'ajouter du multifactoriel sur TS+. Donc oui, on est tout à fait capable de faire ça. Oui. Et alors, question complémentaire, TS+, j'ai téléchargé Remote Access là, pour une quinzaine de jours. Est-ce que également ces solutions d'authentification font partie d'un programme d'essai, de validation POC en interne avant de éventuellement passer à la prod? Tout à fait. Alors par défaut, quand vous téléchargez une licence des trials sur notre site, en réalité, on ouvre chez nous des licences de trial sur 3 produits, que sont Remote Access, Advanced Security, l'édition Ultimate, et 2FA. Donc en réalité, si vous activez l'option 2FA sur votre trial, elle sera fonctionnelle tout de suite et pour 15 jours également. Formidable, merci. Avec plaisir. Je précise quand même que les deux messieurs qui sont intervenus n'ont pas été payés par nos soins, il n'y a pas eu d'incitation ou quoi que ce soit, et les questions étaient parfaites. Les questions et les différentes remarques, on était parfaits. C'est juste. C'est juste. Ok. Ce que je vous propose, s'il y a encore d'autres questions, n'hésitez surtout Il y a pas à une le faire question en encore, gré. Yann. Il y en a Oui. une de Loïc Ferrandini. L'Alliance Integra TS+ permet donc un hébergement souverain et la solution avec Integra, qui est le guichet unique client du déploiement à l'infogérance et le support. Totalement. Cocorico, souverain, tout ce que vous voulez. Absolument. Absolument. Voilà, je pense que la question était sur la question souverain, oui, mais aussi déploiement, infogérance et support, mais la réponse est oui. Ah bah, oui, tout à fait. Ouais. Exactement. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on clôture la session. On a débordé légèrement, mais pour de très bonnes raisons, je trouve, en tout cas. J'espère que ça a été clair pour tout le monde, que tout le monde voit la valeur là-dedans. Maintenant, à vous de faire le premier pas et à nous d'aller vous inciter à faire les premiers pas. Donc, n'hésitez pas aussi à diffuser le replay, donc qui sera en ligne à partir de mardi prochain autour de vous pour d'autres confrères, consorts qui peuvent être intéressés. Encore une fois, je pense qu'on est tombé sur une vraie pépite qui était déjà bien existante pourtant. Autant en profiter et en faire profiter un maximum d'acteurs. Et puis, je remercie bien sûr l'équipe que vous voyez pas, qui est en back-office et qui fait que ça marche aujourd'hui et qu'on a pu tenir ce webinaire. Donc, c'est notamment Gaël et Caroline. Merci beaucoup. Et également le service commercial chez nous qui a été très moteur pour le mettre en place. Bien entendu, François et Henri, merci beaucoup. Et enfin, et last but not least, comme on dit, surtout à vous, merci beaucoup, chers participants. Je vous souhaite une excellente journée, bon appétit et je vous dis à très bientôt. Et merci à toi, Yann. Merci à tous. Votre Bonne journée. serviteur. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.